Créneau de l'improvisation. Donc vous, quelle est votre sensibilité que vous avez vous êtes aussi un rapport avec la question de l'expression du corps, ou est-ce que c'est sur un tout autre plan? Non, ouais, c'est sur un autre plan. Et vous travaillez avec ce monsieur aussi? Oui, on travaille ensemble. Moi, je suis gestalt thérapeute. Donc voilà, je trouve que le corps a toujours une grande importance dans la thérapie d'un mouvement qui, à la fois du mouvement qu'on aura envie de faire, du mouvement qu'on n'ose pas faire, du mouvement vers lequel on est appelé, et tout simplement du mouvement, d'être en mouvement. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler ensemble, d'être en cheville? Parce que justement dans la danse, tout ce qui concerne la relation est présente au moment où ça se passe. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'ici et maintenant. Et la danse, alors pas la danse codifiée, voilà. La danse de salon, c'est ça, oui. chose, mais le type de danse qu'organise Alain est une danse où, pour le coup, rien n'est codifié, rien n'est marqué, donc on est uniquement dans la relation à soi et la relation à l'autre. Oui. Et les choses s'actualisent au moment de ce contact-là, oui. Et ensuite, thérapeutiquement, c'est très intéressant de les reprendre pour voir quel était l'élan. Est-ce que le geste, est-ce que j'étais au bout de mon geste, est-ce que j'ai pas été au bout? Et c'est là que vous pouvez intervenir Oui, tout à fait. Oui. Vous intervenez après cette première... c'est-à-dire cette danse, elle est révélatrice de quelque chose, sûr, oui. Et après vous avez un travail qui est possible. Il y a une lecture, vous faites une lecture des comportements... Une lecture, ou en tout cas de questionner à certains endroits. Je ne sais pas comment... je me prétendrai pas dans la capacité de faire une lecture avec, parce que qui dit lecture, derrière d'avoir un référentiel, et c'est pas du tout le cadre, mais par contre d'aller interpeller à certains endroits, oui, ça m'intéresse. Par exemple, des personnes qui n'ont pas pu se prêter à cette demande Exactement, oui. Et donc elles sont confrontées à un blocage quelque part, et à ce moment-là vous allez vers elles ou elles vont vers vous, et vous voyez pourquoi. Et quels sont les blocages justement? Vous avez comme une grille. Quels sont les blocages qui généralement expliquent à quoi ça tient ces blocages, fin de compte? C'est multifactoriel. Mais il y a quand même quelques causes fondamentales au départ. Il y a quelques causes fondamentales est-ce que dans l'enfance on a été soutenu ou pas dans ces démarches d'aller vers? Ah oui. Donc évidemment ça va s'actualiser complètement au moment de la rencontre. Parce qu'improviser, c'est aller vers quelque part, c'est le fait de pouvoir être libre de ses mouvements, c'est déjà... Il y a des inhibitions. C'est un aller vers à deux dimensions, c'est-à-dire c'est à la fois un aller vers qui nous anime, c'est aussi aller vers dans le sens de faire avec l'autre. Donc on est vraiment dans cette rencontre avec l'autre, mais cette rencontre aussi avec soi-même. Et vous pensez que quand les gens pratiquent une danse classique ou une danse codifiée, ça n'est pas significatif? Il y a des gens qui croient qu'ils se défoncent complètement en dansant, mais en allant dans les dancings, etc. C'est autre chose. Oui, mais justement, moi je me mets à la place de l'auditeur, il ne voit pas très bien la différence, parce que déjà le fait de danser, c'est déjà quelque part une façon de se défouler un petit peu, même si on se... Oui, c'est une façon de s'extérioriser, mais il n'y a pas cette dimension thérapeutique. D'ailleurs, moi j'adore le tango, je trouve ça magnifique, la danse classique aussi, j'adore j'ai été voir le dernier spectacle de Pina Bausch, je trouvais ça merveilleux, mais là on n'est pas dans cette dimension-là. Oui, d'accord. Alors ensuite, une danse codifiée appelle un référentiel, appelle des codes qui sont partagés. Là justement c'est le fait d'enlever les codes qui permet à quelque chose de pouvoir se dire en dehors d'une écriture déjà établie. Oui, c'est ça, on n'a pas besoin d'avoir une caution extérieure. Comme quelqu'un qui lirait un texte qui a déjà été écrit, il pourrait exprimer ce texte parce qu'on lui donne le droit de s'exprimer et qu'il ne le ferait pas de lui-même en fait. Les gens ont souvent besoin d'avoir un canevas qui disent à ces moments-là vous pouvez faire ça. C'est ça le truc, que le canevas soutient énormément, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas de soutien? Voilà. Et où est-ce que je vais chercher mon soutien? Et si
je ne l'ai pas en interne. Et là, il y a quelque chose de très thérapeutique, c'est-à-dire comment, en tant que thérapeute, on peut soutenir la personne, l'accompagner pour qu'elle aille au bout de son geste. Et là, on recrée quelque chose, on vient retisser quelque chose qui est plus évidemment dans l'histoire intime, personnelle, et permettre à cet élan de pouvoir se faire. Donc l'histoire du soutien est très forte. En fait, peut-être que c'est une fonction qui est normale en nous d'improviser, et peut-être qu'elle est refoulée, elle n'est pas éveillée chez certaines personnes. Oui, est-ce que c'est quelque chose qui est à créer ou c'est quelque chose qui devrait normalement être là Il n'y a qu'à voir un enfant. Moi, en tant que thérapeute, souvent les enfants que j'ai dans mon cabinet, il y en a qui dessinent, qui font des choses qui sont absolument géniales et qui correspondent à aucune écriture particulière. C'est peut-être un état normal finalement de l'être. Je crois que c'est un état le formatage nous fait perdre énormément. C'est un peu comme la pensée divergente, toute la faculté intellectuelle que l'on a à créer à partir d'un objet. Et donc on va mesurer quelle est la capacité de création, et on s'aperçoit que chez les petits maternels, il y a une capacité de création hors norme que l'on perd au fil du temps parce qu'on est formaté de toute part. Oui. Et mais quand on regarde l'histoire de la création, justement, la création musicale, la création plastique, on s'aperçoit qu'il y a quand même, parmi ceux qui sont restés dans notre mémoire, il y a surtout des hommes, c'est ça qui est intéressant aussi. Par exemple, les 100 plus grands compositeurs de musique sont des hommes, même au niveau des peintres, c'est pareil. Alors, c'est peut-être un peu purement culturel, mais est-ce qu'à votre avis, les hommes et les femmes ont la même capacité d'improvisation et de création? Moi, je pense qu'on a, alors la même, je ne sais pas, parce que je ne suis pas une femme, mais en tout cas, que ça fait partie de notre patrimoine, ça c'est sûr. Vous ne parlez pas culinairement. Oui. Vous ne parlez pas différemment à vos stagiaires masculins et féminins? Non, pas du tout. Moi, j'aurais tendance à prendre deux groupes complètement différents et à travailler. Ce sont des énergies différentes. Oui, donc je pense qu'on ne devrait pas forcément les mélanger parce que le travail n'est peut-être pas le même à faire. Ce sont des choix, c'est-à-dire on peut tout à fait dire ça va être intéressant de travailler un groupe féminin, un groupe masculin, et peut-être après de marier des énergies, comme ça peut être intéressant de travailler le féminin, enfin des hommes et des femmes ensemble, et de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se co-crée, comment ça se co-crée à ce moment-là, mais de donner une valeur de créativité suivant le genre, ça me paraît quand même... La question par exemple de la trame, par exemple, lire un texte, c'est typiquement le problème de la trame. Et on voit que les femmes ont souvent besoin d'un texte écrit pour s'exprimer. Elles peuvent d'ailleurs le reprendre indéfiniment. Et d'ailleurs, je sais que c'est des sujets qui ne sont pas évidents à discuter, mais il semblerait qu'elles aient besoin d'un support, quitte à après exprimer quelque chose de personnel, mais à partir de ce support, avec cette structure. D'ailleurs, vous connaissez la fameuse théorie sur la notion de structure qui est plus masculine que féminine, etc. Enfin, vous n'êtes peut-être pas concerné par ces questions-là. Oui. Enfin, ce qui est compliqué à dire, et c'est vraiment, est-ce qu'on est dans... Parce que pour moi, on est uniquement dans du culturel. Oui, c'est ça, c'est la théorie du genre, oui. C'est-à-dire que oui, on a beaucoup plus formaté les femmes dans certaines pratiques que les hommes. Oui. Et donc, ce formatage-là, pour les personnes qui ont été marquées par ce formatage, je pense que c'est assez délicat de le dépasser. En tout Michel, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Oui, non mais effectivement, c'est un sujet qui est important aujourd'hui, qui fait polémique d'ailleurs. Vous avez vu la rumeur qu'il y a eu récemment dans les écoles sur l'idée qu'on allait enseigner aux enfants qu'il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles et que c'est simplement une question d'éducation et de formatage. Je pense qu'il y a une différence, on est génétiquement différents. Oui, mais justement, j'aimerais bien que vous nous disiez quelque chose. Oui. Ensuite, qu'est-ce que cette différence? Alors cette différence induit au niveau de la sexualité, au niveau de la jouissance, au niveau du plaisir, c'est quand même des choses très importantes. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Est-ce que
les différences, alors que ce soit dans la créativité, dans le monde social, économique, politique, qu'est-ce que ça vient engendrer et quel est le poids du culturel là-dedans, je pense que c'est assez complexe et moi je trouve que c'est très positif de dire que voilà, une femme, des femmes garagistes, il y a de très bonnes femmes, des femmes qui sont garagistes, qui sont excellentes. Pourquoi qu'elles ne soient pas garagistes? Être garagiste, c'est de respecter un manuel, c'est respecter un schéma, respecter une trame. On n'est pas vraiment dans l'improvisation. Un savoir-faire, oui, c'est aussi une façon d'écouter, c'est aussi une façon de sentir avec les doigts. Enfin, le fait de définir des caractéristiques types suivant le genre sexué. Moi, je pense justement que non, mais c'est vrai que le salon du bien-être, actuellement, les techniques de bien-être ne prennent pas en compte cette question. J'ai interviewé pas mal de gens à ce sujet, ne prennent plus en compte cette question du masculin et du féminin. Je pense qu'il y a très peu d'endroits où on pose cette question du masculin. Mais justement, c'est un tabou. Et la façon de dire on est pareil, c'est une façon de voter en touche, parce que nous ne sommes pas pareils. Et voilà, aussi. Alors donc on passe d'un extrême à l'autre. Voilà. On est tous pareils, on est tous différents, c'est pas non plus. Maintenant, ce que ça vient engendrer dans la vie, dans les différents espaces que l'on traverse dans la vie, là, Alors je voudrais vous poser une autre question qui nous intéresse beaucoup, c'est la notion de cyclicité. Est-ce que le temps est important dans votre... Alors je ne parle pas de l'improvisation, mais dans votre cursus, dans votre réflexion, est-ce qu'il y a des moments où certaines choses peuvent se faire ou pas se faire il y a un moment pour... Voilà. Il y a un moment, c'est le bon moment. Oui. Et ça, il n'y a que l'acteur qui peut dire voilà, c'est le bon moment pour moi. Oui. C'est pas quelque chose qui peut être déterminé d'une façon X ou Y, et certainement pas quelque chose de déterminable par rapport à un processus préétabli. Oui, donc vous ne croyez pas à la cyclologie, au cosmique, enfin tout ce qui pourrait éventuellement déterminer des rythmes de vie, des horloges. Non. Mais on sait que ça existe quand même, les horloges cosmiques, les horloges biologiques, ça existe quelque part. Le paradoxe de l'horloge, c'est Einstein, mais le temps en soi, le temps c'est quoi? C'est une succession d'événements. Oui, oui, c'est vrai, mais par exemple les élections, puisqu'on est dans une période d'élection, les élections, ça obéit à un calendrier, même si c'est quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui marque profondément la vie. Je pense que ça nous rassure beaucoup d'avoir des cycles. Donc, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, mais la dualité, en fin de compte, pour moi, le mot-clé, c'est la dualité, parce que le féminin et le masculin, ça pose la dualité. La question du cycle pose aussi la dualité, parce qu'il y a forcément un avant et un après, il y a un retour, il y a la nuit et le jour, il y a l'été et l'hiver. Donc, je pense que la principale dualité, c'est celle que l'on éprouve en dessous. Voilà, oui. Je suis à la fois mon plus grand faiseur de rêves et mon plus grand censeur. Oui, alors effectivement, oui, c'est ça, c'est le surmoi, c'est la dialectique du moi et du surmoi. Effectivement. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me censurer, je vais très bien. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a toute une industrie, toute une structure intérieure qui fait qu'on n'a pas besoin de l'autre. À la limite, c'est vrai qu'on est déjà soi-même. On est déjà soi-même pas mal équipé là-dessus. Et d'ailleurs, ça pose la question de savoir, la question de l'aide. Est-ce que c'est légitime de demander de l'aide ailleurs alors qu'on pourrait s'aider soi-même? Et ça pose aussi le problème de l'économie, de l'emploi. Je pense que ça, c'est pas tant l'aide que le lien. Le lien, oui. Alors, est-ce qu'il faut chercher du lien avec l'autre? Est-ce que ça n'est pas l'expression d'un vide intérieur ou d'un manque intérieur? Je crois pas, pour moi. Non, parce que vous disiez vous-même qu'on pouvait très bien être autonome. Non, je dis ça. Non, je dis pas qu'on peut être. Parce que l'autonomie, ça reste un vœu très pieux, ou même peut-être pas pieux du tout. Mais non, ce que je dis, c'est je peux être mon propre censeur. Ah oui. C'est-à-dire, j'ai pas spécifiquement besoin de quelqu'un d'autre pour me censurer. Oui, votre maman qui vous dit fais pas ceci, voilà, fais pas cela. Ça, il y a des choses que j'ai pu intégrer de la part de tout ce qui est parental, figure parentale. Mais je peux tout à fait être mon propre censeur. Pour répondre à la question de la dualité est quelque chose que je peux vivre moi-même, éprouver fortement. Oui. Et sans pour autant être dans une extériorisation par rapport à la relation d'aide. Ce qui me semble le plus fondamental dans la relation d'aide, c'est le lien. C'est ça qui est... Alors on aimerait bien comprendre,
Alors, donc le lien, c'est une chose intéressante, l'aide, non. Enfin, donc on peut. Le lien, ça veut dire, si je traduis votre propos, ça veut dire quand même être lié à quelqu'un d'autre. Oui, être lié. Donc, alors d'un côté, c'est bien d'être lié à quelqu'un d'autre, d'un autre côté, c'est bien de vivre en autonomie au niveau de sa dualité intérieure. Alors, la dualité intérieure d'un côté et la dualité, le lien d'un autre côté. Je pense que c'est un peu plus tissé, tramé, certainement plus complexe aussi. Parce que là, tout à l'heure, justement, vous-même, dans cette situation, parce que vous faites équipe avec quelqu'un d'autre, et en même temps, vous vous dites que vous-même, vous êtes très bien capable de vous censurer vous-même, etc. Donc, pourquoi avoir besoin du lien avec l'autre? Parce que ça... Donc, ça veut dire quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même? Oui, bien sûr. Oui, et puis l'autre est à la fois un miroir et à la fois celui qui amène de l'inattendu. Et de cet inattendu, c'est vraiment le couple altérité-identité. Mais alors il y a une question qui se pose un peu. L'identité naît de l'altérité. Mais alors est-ce que je vais poser une question un peu idiote, est-ce que c'est plus logique de faire couple avec une femme ou avec un homme? Est-ce que c'est plus logique de faire couple avec un homme ou avec une femme? Parce qu'on retombe dans le problème. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans les mariages pour tous, etc. Enfin, je veux pas faire est-ce que c'est si effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la femme justement vient compléter quelque part naturellement l'homme, ou est-ce qu'un autre homme peut faire le même rôle, peut jouer le rôle d'une femme? Enfin, je ne sais pas. Non, je pense que c'est plutôt dans la finesse de la relation. Oui. C'est-à-dire, je peux être animé avec une femme avec qui il n'y a pas une profondeur relationnelle. Bon, ça restera pauvre, et c'est juste ça que je trouve intéressant, que je vais animer avec une femme, parce qu'une femme va m'apporter la part maintenance, je crois que c'est moyenne. Oui, non, mais vous êtes logique par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, mais on peut aussi s'interroger, parce qu'en effet, il y a quand même ce schéma classique de dire la femme prolonge l'homme, la femme complète l'homme, la femme et l'homme font couple, etc. Enfin, vous pensez que tout ça, c'est des images qui sont révolues? Je sais pas, mais je sais pas si elles sont révolues, je pense pas que les comptes. Il y a quand même encore pas mal de gens qui vivent en couple et qui font des enfants. Les comptes pour enfants, à mon avis, restent quand même sur des schémas très établis. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais bon, je sais pas, ça dépend de ce que chacun vit, j'aurais pas une réponse. Non, parce que vous attachez beaucoup d'importance apparemment à la dimension sociologique, c'est-à-dire le contexte, le formatage, etc. Mais l'être humain ne se réduit pas à des questions sociologiques. Il n'est pas uniquement formaté par la société, ou plus exactement, la sociologie d'hier devient la nature d'aujourd'hui. Ce que les hommes ont construit hier, il y a 10 000 ans, c'est quelque chose qui est une seconde nature, donc ce n'est déjà plus de l'ordre de la sociologie. C'est pour ça qu'on ne peut pas forcément défaire ce qui a été fait par les sociétés antérieures, parce que c'est dans l'inconscient collectif, c'est presque dans nos gènes, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut, par exemple, notre anatomie, elle n'a pas changé depuis des milliers d'années, par exemple, hein, quels que soient les changements extérieurs Si, au niveau de la taille, oui, de la taille, oui, peut-être, oui. Mais globalement... Au niveau de la taille, au niveau de la durée de vie... Oui, c'est plutôt des questions d'alimentation, de nourriture, mais ça n'est pas... notre mode de fonctionnement n'est pas modifié pour autant. Au niveau de ce que l'on peut faire, aujourd'hui on arrive à conduire des voitures à 100 km/h. Je pense que du temps des Égyptiens, aller à 100 km/h, c'était... Oui. Vous-même, vous conduisez vite? Non, pas du tout. Non, mais je veux dire, c'est vrai que là, actuellement, il y a des compétitions pour ski à Sochi où les gens descendent à 200 km/h avec des skis, mais ça, ils l'ont toujours fait, ça, c'est pas... Ouais, non, ils l'ont pas toujours fait. Je sais pas comment les gens skiaient il y a 500 ans, mais ils devaient quand même aller assez vite aussi. Je crois pas qu'il y avait Oh, il y avait des... Bon, peut-être des raquettes, mais je pense pas qu'il y Ah oui, je ne sais pas quelle est la date de l'invention du ski, mais ça doit être né en Norvège probablement, ou quelque chose comme ça. Bon, alors donc vous-même, vous participez à ces ateliers d'improvisation gestuelle, ou bien vous restez comme en spectateur, en observateur? Ça dépend.
ça n'est pas impossible que vous participiez. Non, bien sûr. Et vous filmez parfois, ça n'est pas intéressant d'utiliser la vidéo pour voir, vous-même vous ne penseriez pas que c'est intéressant que vous revoyiez un peu les vidéos quand vous discutez avec les personnes, pour dire voilà, il y a ça. Non, c'est uniquement la mémoire, le ressenti. Vous ne pensez pas que ce serait pratique de revoir les... Parce que justement, l'improvisation, si elle est filmée, évidemment, ça n'est plus c'est un enregistrement. Oui, non, c'est pas intéressant en tout cas dans ce contexte. Ah oui, mais j'aurais cru au contraire que la vidéo pouvait servir à diagnostiquer, à revenir dessus, comme on fait souvent dans le domaine de la communication. On filme les gens pour voir... après, on revoit la communication et on dit tiens, ça s'est passé. En tout cas, vous faites des fiches, en fait, on peut dire ça. Vous avez 5 personnes qui sont dans un groupe, ou alors ça reste dans votre tête, c'est ça, vous dites tiens, celui-là, il est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau purement... vous n'avez pas besoin de support écrit, en fait. Ah, c'est bien, ça. Alors donc, vous avez un ordinateur interne. C'est pas un ordinateur, c'est un éprouvé. Enfin, vous avez un cerveau qui est bien organisé, qui est bien classé. C'est ça. Bravo. Ben, ça fait pas. Et ça c'est une qualité importante. Bon, ben merci alors. Hein.